Alors, donc la dernière fois, on avait commencé l'optique physique, c'est-à-dire l'optique avec des ondes. Et donc, on avait regardé la composition de deux signaux sinusoïdaux. On les avait mis en complexe, je pense. Donc, un S10 puissance in oméga 1t plus phi1, et puis là, S20 puissance i oméga 2t plus phi2. Et on avait vu que si on fait la somme de ces deux ondes, si on fait une moyenne sur un temps raisonnable, disons une moyenne sur la période des signaux, donc si vous avez deux fréquences différentes, il ne se passe rien. Si c'est la même fréquence, eh bien, vous avez une intensité. Donc, vous vous rappelez, l'intensité est proportionnelle à l'amplitude au carré, c'est-à-dire si on est en complexe, c'est proportionnel à S étoile. Et ça, en fait, ça fait, donc on avait vu qu'en moyenne, donc voilà, bon, on va dire ça comme ça, l'intensité perçue, c'est la moyenne de ça, et donc ça faisait I1 plus I2 plus 2 racine de I1, I2, cos de delta phi, ou delta phi égale phi2 moins phi1, le déphasage. Et donc, on a un phénomène d'interférence avec l'intensité en les différents points de l'espace, qui n'est pas juste la somme des intensités fournies par chacune des sources individuellement. Et donc, il peut y avoir un renforcement de l'intensité si le cos est positif, ou une diminution de l'intensité si le cos est négatif. Alors, l'intensité maximale... Ah oui, je crois que je n'avais pas parlé du facteur de visibilité. L'intensité maximale, on l'avait écrit, ça c'est simplement... c'est quand, quand delta phi voilà, vaut 0, donc le cos vaut plus 1, enfin 0 ou un multiple de 2π, et donc ça fait racine de I1 plus racine de I2 au carré. Oui, c'est ça. Et donc, delta phi est un multiple de 2π, k fois 2π, ou même p fois 2π, et on appelle p, donc, ouais, l'ordre d'interférence, alors, ouais, enfin, je vais l'appeler k, effectivement. P delta phi sur, l'ordre d'interférence delta phi sur 2p, sur 2π, ça c'est l'ordre d'interférence, et lorsque cet ordre d'interférence est dans n, eh bien, on a l'intensité maximale, et l'intensité minimale est obtenue, donc ça fait racine de 1, I1 moins racine de I2 au carré, lorsque delta phi égale 2k plus 1, pi, avec k dans n également. Donc, ordre d'interférence demi-entier. Bien, alors, oui, on appelle, juste que vous le sachiez, on appelle facteur de visibilité, ou visibilité tout court d'ailleurs, facteur de visibilité, oui, ou visibilité du système d'interférence. Par définition, c'est I max moins I min. Hein? Sur la somme des deux. Voilà, sur I max plus I min. Hein, donc ça montre l'écart entre le max et le min, rapporté à la moyenne des deux. Ah, il y a peut-être un facteur 2 d'ailleurs. Non, c'est ça? Non, c'est ça, oui. Il y avait un lien avec le contraste? C'est la même chose. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ah oui, effectivement, ça s'appelle aussi contraste. Alors, lorsque les deux ondes ont la même intensité, enfin les deux signaux, les deux sources ont la même intensité, ce facteur de visibilité est maximal, puisque vous voyez à ce moment-là que si I1 égale I2, ça c'est 0, et ça, eh bien, c'est 4 fois l'intensité. Non, oui. Ben, enfin, peu importe, ça fait 1. Si I min vaut 0, ça fait 1. D'accord? Bon. Ok. Donc ça, c'était un petit oubli l'autre fois. Et puis,
ce que je voulais faire là, essentiellement, avant de passer aux exos, c'est vous rappeler le principe de malus, enfin en tout cas le lien entre les rayons lumineux et les surfaces d'onde. Donc l'idée c'est que donc vous avez un phénomène ondulatoire en un point M, alors n'importe quel point M, le signal au point M peut s'écrire, je garde la notation complexe, peut s'écrire une certaine amplitude, A de M, fois E puissance I, eh bien une certaine phase au point M, moins oméga t. Je ne sais plus si on avait mis KR moins oméga t ou oméga t moins KR. Oméga t moins KR. Bon, c'est pareil, on est d'accord, mais juste. Donc phi au point M. Donc voilà la forme générale d'un signal. Excusez-moi pour la voix qui va dérailler beaucoup. Et donc la clé pour faire le lien avec les rayons, c'est de réaliser que phi de M, donc la phase varie en fonction de l'espace. Hein, ce M, c'est un certain repéré par un rayon vecteur R. Ce phi de R, c'est en fait phi en un certain point M0, si M est voisin de R0. Je vais peut-être mettre carrément des R en fait. D'accord. Donc, phi de R, c'est phi de R0, et si on plus une petite variation, hein, donc pour un point R proche de R0, la variation, c'est le gradient. D'accord. Enfin, si on fait un développement au premier ordre, ça fait plus gradient de phi calculé au point M0, scalaire dr. D'accord. Vous rappelez que la définition du gradient, grade d'une fonction f, est définie par grade d'une fonction f scalaire dr égale df, pour un petit déplacement infinitésimal. Donc ça, c'est juste la traduction de ceci. Si vous êtes proche, si R est proche de R0, enfin ça c'est R moins R0, en fait. Voilà, pour être plus rigoureux. Alors, c'est vrai si ça, c'est un petit dr, et donc là, vous avez phi de R et phi de R plus dr, si vous voulez. Mais en gros, c'est un développement limité, et au premier ordre, c'est vrai un petit peu plus loin. Hein. Ça revient à remplacer une fonction f de x par f de x0 plus f' de x0, facteur de x moins x0. Donc au premier ordre, vous pouvez écrire que phi de R, si ça ne varie pas trop vite dans l'espace, ou si vous êtes suffisamment proche, vous pouvez écrire phi de R comme ceci, et par conséquent, le signal au point R peut s'écrire. Alors c'est pareil, si vous dites que l'amplitude ne varie pas beaucoup autour du point M0. Alors quand je dis pas varier beaucoup, dire qu'un truc ne varie pas vite, ça veut dire que son échelle de longueur de variation est grande devant l'échelle à laquelle on regarde. Alors l'idée c'est que la phase varie très vite, mais l'amplitude pas si vite que ça. En général dans l'espace, il y a plein de lumière, puis là il n'y en a plus. Donc l'amplitude varie lentement, et la phase, on va se mettre autour d'un point particulier. Et donc, vous voyez et faire un développement limité. Et donc, vous voyez qu'on peut écrire que S de R, c'est essentiellement donc A de M0, E puissance, I oméga t, moins, alors cette phase-là, et donc je mets moins phi de R0, moins phi de R0, et donc moins grade de phi scalaire R, enfin scalaire R moins R0. Voilà. Et ça, je peux le rassembler en disant que ceci, c'est l'intensité en R0, ça, E puissance I oméga t. Oui, je vais même grouper tout ça. Donc, moins grade de phi scalaire R. Et je peux sortir ici
Bon, en fait, ça fait une certaine amplitude constante. Hein. Je mets le E puissance I grade de phi scalaire R0 ici. Donc, une certaine amplitude. Je vais l'appeler A', c'est pas le même, hein, parce qu'il y a un terme de phase en plus. Voilà. En tout cas, j'ai une certaine amplitude. Pourquoi vous avez l'oméga t qui reste dans l'exponentielle? Vous l'avez fait sortir à la si vous faites sortir I oméga t au phi R0, vous avez le S0. Ouais, bah, non, mais c'est pour ça, en fait, je vais pas sortir le S0. Voilà. J'ai une certaine amplitude, une constante. Voilà. Voilà. Et donc, on voit qu'on a au point R quelque chose qui s'écrit comme E puissance I oméga t moins KR. Donc, je l'appelle A, voilà, l'amplitude, E puissance I oméga t moins KR, à condition, évidemment, d'appeler K le gradient de phi. Le gradient de phi au point R0. Mais, justement, en fait, ce qu'on voit, c'est que n'importe quelle onde se comporte localement comme une onde plane. Alors, localement, ça veut dire à des échelles, sur des échelles petites devant les échelles de variation de l'amplitude et devant les échelles de variation du gradient, se comporte comme une onde plane progressive avec un certain vecteur d'onde, K. Et ce vecteur d'onde, vous voyez qu'il est défini en fait comme gradient de la phase de l'onde. Et c'est là qu'on voit, en fait, c'est en quelque sorte la démonstration du théorème de Malus dont on avait parlé quand on a fait l'optique géométrique, qui nous dit que les rayons lumineux sont en fait les lignes orthogonales aux surfaces d'onde. Donc si vous avez une onde qui se propage avec éventuellement un front d'onde qui se déforme, enfin d'une façon ou d'une autre, voilà, je ne sais pas, un truc qui fait comme ça, eh bien, localement, en chaque point, donc ça, ce n'est pas du tout une onde plane, hein, mais localement, vous pouvez toujours faire un petit développement limité de la phase autour de n'importe quel point. Ici, par exemple, ce point M0 là. Eh bien, localement, ça se comporte comme ceci. Tout se passe comme si on avait une onde plane monochromatique, etc. Enfin, monochromatique parce qu'on est monochromatique, mais en tout cas, une onde plane progressive qui se propage, tout se passe comme s'il se propageait, avec un vecteur d'onde K qui n'est rien d'autre que le gradient de phi, donc qui est orthogonal à la surface d'onde. Donc, et c'est comme ça que naît en fait la notion de rayon lumineux. Alors ici, évidemment, vous avez un truc un petit peu plus subtil qui fait comme ça, voilà. En chaque point, localement, tout se passe comme si vous aviez une onde progressive dans une direction bien définie qui est orthogonale aux surfaces de phase. OK ? Donc, voilà comment apparaissent les rayons lumineux, mais on va voir après la diffraction. On ne peut évidemment définir ces rayons que si effectivement la phase et l'amplitude ne varient pas trop sur une courte échelle, donc, et ça peut être que local, et du coup, si maintenant vous essayez de faire passer une onde plane par un trou, par un diaphragme, alors évidemment, encore faut-il que... Enfin, on voit bien que on va sélectionner une partie de l'onde. Si vous sélectionnez une partie de l'onde qui est trop courte, typiquement de l'ordre de la longueur d'onde, alors l'approximation que les choses ne varient plus à l'échelle où vous regardez, enfin, ça va plus bien se passer. Et c'est là qu'on va tomber sur le principe de Huygens, où on va voir que tout se passe comme si, en fait, chaque point ici se comportait comme une nouvelle source de lumière qui émet une onde sphérique. Bon, mais on n'en est pas là. Je pense qu'il faut qu'on fasse les interférences avant de faire la diffraction, parce que la diffraction, c'est rien d'autre que des interférences, en fait. Donc, faisons ça d'abord. Vous n'avez pas de questions là-dessus, c'est bon? Comment on passe au rayon? Bon, ça, c'est important, mais bon, c'est pas très compliqué. Alors, l'autre point, quand on a ça, c'est de déterminer le déphasage entre un point et un autre d'un rayon lumineux avec l'introduction du chemin optique. Donc, ça, c'est important. Ce que vous voyez donc, c'est... ouais. Je vais laisser... Bon,
je vais rien laisser, je vais réécrire. C'est plus simple. Oui, donc, si vous regardez le déphasage entre une source et un point M, donc voilà, vous avez un front d'onde qui fait ce qu'il veut, le rayon n'est pas forcément rectiligne, suivant la variation de l'indice, comme vous savez. C'est le vecteur d'onde ou le front d'onde? C'est quoi ce que vous Non, ça c'est des rayons, c'est-à-dire c'est des lignes de champ du vecteur K, en fait. Hein. Alors, donc je réécris l'amplitude du signal S de R et T qui vaut donc une certaine amplitude au point R, enfin, point R0, E puissance I phi au point R0, et donc E puissance I oméga T moins K scalaire. Oh, bon, je vais laisser ça comme ça, je sais plus ce que j'ai, avec une amplitude. Excusez-moi, je suis un peu dans le cirage là, mais on va y arriver. Une certaine amplitude qui va être constante. Enfin, A de R0 en fait. Ouais. Alors, ça nous montre que la vitesse de phase, ça c'est la phase qui varie, donc la vitesse de phase, c'est, donc on peut la noter V phi, et ça c'est oméga sur la norme de K. K étant donc le gradient de phi. En chaque point, vous pouvez définir une vitesse de phase. Donc on voit que l'onde est localement plane. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et donc ça, c'est C sur N par définition de l'indice de réfraction. On a introduit en physique géométrique, en optique géométrique, l'indice de réfraction. Et donc, ça nous montre que K, en fait, la norme de K, c'est donc oméga, c'est N fois oméga sur C. Et oméga sur C, c'est la longueur d'onde qu'aurait l'onde dans le vide. Hein? Enfin, c'est le K0 qu'on aurait dans le vide. La longueur d'onde, c'est 2pi sur K. Donc la longueur d'onde dans un milieu d'indice n, qui est 2pi sur K, c'est donc 2pi sur nk0, et donc c'est lambda 0 sur n. Donc la longueur d'onde est plus petite dans un milieu, plus petite exactement du facteur n. Évidemment, la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la vitesse. Pour une pulsation donnée, si l'onde se déplace vite, se propage rapidement ou lentement, pour une même pulsation, évidemment, si elle se déplace lentement, la longueur parcourue est plus petite. Donc on retrouve ça là. Donc faites attention, la longueur d'onde des fréquences lumineuses, pour une même pulsation, dépendent du milieu. Donc quand on dit par exemple le jaune correspond à 600 microns, une longueur d'onde de 600 microns, c'est 600 microns dans l'air. Dans le liquide vitreux de notre œil, c'est pas 600 microns. Mais peu importe, parce que tout ce qui compte, c'est la pulsation en réalité. On n'est pas sensible à la longueur d'onde, on est sensible à la pulsation qui est liée à l'énergie des photons, etc. Parce que c'est à ça que réagit notre rétine. Pas à la longueur d'onde, d'accord? Enfin, indirectement, évidemment, c'est lié, mais l'élément clé, enfin, ce qui fait la petite transition qui libère des charges, qui fait un signal lumineux, c'est évidemment l'énergie du photon, sa pulsation. Et la pulsation change aussi, du coup, alors? Non, justement, la pulsation ne change pas. Ah bon, dans un milieu... La longueur d'onde peut changer sans la pulsation? Oui, et c'est parce que la pulsation ne change pas qu'effectivement, on peut en déduire... vous voyez ça, j'ai bien dit que c'était K0, qu'on peut en déduire que la longueur d'onde change. Alors, et ça, il faut comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, comment la lumière se propage dans un milieu, c'est que vous avez une onde électrique avec donc un champ électrique qui est aussi à la pulsation oméga, et qui met en mouvement les charges du milieu.
qui du coup oscille et constitue un dipôle oscillant qui rayonne à la même pulsation à laquelle il oscille. Et donc, en fait, la pulsation qu'on reçoit et la pulsation qu'on réémet est la même, parce que c'est vraiment ça qui détermine la pulsation. Il ne peut pas avoir de dipôle. Non, mais et donc ça se propage... non, mais c'est ça... pour ça qu'on voit rien quand on fait Ah ben, enfin, si, mais ça se propage par les équations de Maxwell. Il n'y a pas besoin d'un support pour propager l'onde. Mais par contre, dans un milieu, effectivement, pourquoi la vitesse de propagation n'est pas la même? Parce qu'en fait, l'onde met en mouvement des charges, et ces charges rayonnent, et donc quand vous écrivez les équations de Maxwell dans un milieu, vous vous apercevez que l'onde se propage toujours, quasiment pareil, il y a juste un truc qui change, c'est que la vitesse n'est pas la même, et au lieu que ce soit C, c'est C sur N. Et du coup, je comprends pas, vous dites que c'est la pulsation qui fait la couleur qu'on voit. Ouais. Et du coup, si vous dites que la pulsation ne change pas, mais la longueur d'onde, oui, et la couleur, elle change quand même, enfin celle qu'on perçoit. Ben non, justement, si. Ah, dans ces cas-là, la couleur ne change pas. D'accord, je croyais que vous parliez dans tous les cas, en gros, que la pulsation ne bougeait pas. Et que... Ah si, non, mais voilà, si je vous envoie du rouge, par exemple, ça passe dans un liquide, dans l'air, ça a une certaine longueur d'onde. Ça passe dans un liquide, ça a une autre longueur d'onde. Ça sort du liquide, ça passe dans un autre truc, ça arrive dans votre œil. À chaque fois, ça a des longueurs d'onde différentes, mais ça a toujours la même pulsation. Donc ça a un sens de... Même, par exemple, si vous regardez, si vous mettez sous l'eau, oui. Bon, de toute façon, vu que ça finit toujours dans le milieu de votre œil, même si vous mettez sous l'eau, au bout du compte, quand ça arrive sur la rétine, c'est toujours le même milieu. Mais, enfin, bon, bref, les longueurs d'onde varient en fonction du milieu, mais pas la pulsation. Ça, c'est important. Ok, alors oui, donc ce que je voulais dire maintenant, c'est que si on regarde donc la différence de phase entre M et S, parce que pour calculer des figures d'interférence, il faudrait connaître le déphasage entre différents rayons. Alors, vous suivez une certaine trajectoire, un certain rayon. Quel est le déphasage entre M et S, entre la source et le point où vous regardez? Eh bien, voilà, localement, voilà comment varie la phase. Et par conséquent, vous avez... je vais réécrire entièrement. Donc, c'est grade de phi scalaire dr, du point S au point où vous regardez, d'accord? Par définition, ça c'est... de même que vous avez la différence de potentiel, c'est la somme du gradient de V, c'est-à-dire du champ E scalaire dr. Ça reste vrai. Et ce cas-là, ce grade phi, c'est K. Et donc ça, c'est égal à somme de la source AM de K scalaire dr, mais le K local. Et donc, si vous avez un milieu qui change, eh bien, il faut prendre le K qui va bien, et le K qui va bien, il vaut N fois K0. Et donc, ceci est égal à somme de S à M de N K0 scalaire dr. Et K0, c'est donc, là, justement, K0 ne change pas, c'est oméga sur C. Et donc, ça fait oméga sur C, somme de S, de N, je vais le noter DL. N, il change en fonction de l'endroit, il varie. Oui, il peut varier, disons. A priori, il peut varier. Si vous changez de milieu, ça peut varier continuellement ou de façon discrète. Par contre, oméga sur C, ça ne changera jamais. Eh bien, ça, c'est ce qu'on a appelé le chemin optique. D'accord? Voilà pourquoi... Voilà l'origine du principe de Fermat qui fait intervenir l'intégrale des n fois la longueur parcourue le long d'un rayon. Et donc, Fermat a compris que entre un point et un autre, la lumière suit un trajet avec cette quantité minimale. Alors, donc ça s'appelle le chemin optique. Je vais le noter comme ça. C'est extrémal plutôt, non? Extrémal, effectivement. En général, c'est minimal local. Mais ouais, strictement, c'est extrémal. Alors, oméga sur C, et ça se note comme ça. MS, et ça s'appelle le chemin optique. Alors, donc, le chemin optique dépend du chemin parcouru, a priori. Si vous avez donc deux rayons qui viennent interférer
issus de la même source qui vient interférer au même point, eh bien vous aurez un certain chemin optique sur un trajet, un autre sur un autre trajet. Et la différence de phase, on le voit ici, c'est en fait, alors ça c'est le K0, peut-être je peux le laisser K0. Enfin bon, trop tard, je l'ai mis comme ça, je vais le réécrire à côté avec un K0. C'est-à-dire 2pi sur lambda 0. Quand je mets 0, l'indice 0, ça veut dire dans le vide. Donc voilà, j'ai phi de m moins phi de s qui vaut 2pi sur lambda 0. Et donc, voilà, le chemin optique. Ouais, ms, voilà. Alors, à partir de ça, on peut transformer un déphasage entre deux rayons en une différence de marche. Alors, si vous avez maintenant donc deux rayons, je note 1 et 2. Le déphasage entre les deux rayons, ça va être phi2 moins phi1, peut s'écrire, alors 2pi, donc ça va être, à chaque fois, c'est au point où on regarde. Et donc, c'est évidemment phi2 de m moins phi2 de la source, moins phi1 de m, moins phi1 de la source. Et donc ça, c'est ce qu'on vient de calculer ici. Et donc ça fait 2pi sur lambda 0. Le premier chemin, ms indice 2 moins ms indice 1. Voilà. En fait, c'est donc c'est une différence de chemin optique, enfin 2pi sur lambda près. Ça s'appelle la différence de marche. Alors des fois, on note ça avec des deltas. Je pense que vous êtes habitués à ça. Voilà, delta 2 moins delta 1. Et donc ça s'appelle la différence de marche. En fait, ce qu'on appelle le déphasage, en fait, c'est une différence de déphasage, alors. Oui, ce qu'on a... Par rapport à la source que vous... Oui, enfin, là, je vous ai montré que la différence de phase entre les deux rayons en un point, ouais, c'est la différence entre les déphasages de la source au point considéré par les deux rayons. D'accord. Okay. Hein, parce que, voilà, ça s'élimine ici. Mais vu que ça s'élimine, on pourrait prendre comme référence autre chose que la source. On prend ce qu'on veut, en fait. D'accord. Et ça s'élimine parce que la source, elle est cohérente, c'est ça? Ah oui, là c'est le signal qui vient du même endroit. Exactement. Absolument. Ouais. Sinon, ça ne s'élimine pas. Ben oui, non, absolument. Alors si c'est constant, si la différence entre la référence d'ici et la référence de là est constante, ça fait quand même un déphasage qui est constant, qui sera juste, pas juste ça, mais... Enfin. Ok, donc différence de marche. Et alors du coup, on peut réexprimer l'ordre d'interférence en termes de la différence de marche plutôt qu'en termes du déphasage. Donc P, dont on a vu que c'était delta phi sur 2pi, on voit que c'est aussi, du coup, delta, enfin des fois on note delta, la différence de marche, tout court. Donc delta 2 moins delta 1, c'est la même lettre pour le chemin optique et la différence de marche, c'est pas toujours très pratique, mais voilà ce qu'on obtient. Voilà. Ouais, on peut le noter comme ça aussi. Donc, soit vous avez directement accès au déphasage, vous en déduisez l'ordre d'interférence, soit vous avez accès à la différence de marge, parce que vous la calculez comme ça, géométriquement en général, et du coup, vous avez aussi accès à l'ordre d'interférence en divisant par la longueur d'onde. Donc, enfin, tout ça est très logique. Hein. La base des déphasages, c'est 2pi. Une fois que vous avez fait 2pi, vous êtes revenu au départ. Et pour les différences de marche, la base, c'est la longueur d'onde. Si vous décalez d'une longueur d'onde, vous revenez au point de départ, en quelque sorte. Enfin, à la même phase d'interférence. OK. Donc, quand on avait écrit I égale I1 plus I2 plus 2I1 I2
cos delta phi, on peut aussi l'écrire cos de, alors de pi delta sur lambda. Bon. Hein? Ça part un nom pour le théorème de Kepler? Bon, non. Bon, je sais pas. Ça peut être le vôtre si vous voulez. Déposez-le vite fait. Donc le contraste, j'ai dit, et puis bah voilà. Donc je pense qu'on peut calculer. On va prendre l'exemple des trous de Young et puis. Oui, on peut faire l'exercice 1 avec lui. Ah oui, c'est un des exos. Bon bah alors allez. Oui, exact. Très bien. Voilà. Ok, let's go alors. Allez, roule. La poule. Ça va me reposer la voix. Je vous laisse prendre les trucs là. Ok. Spider-Man. Allez. On va effacer ça d'abord. Hein. Ah oui. Je vous laisse l'honneur. Donc archi classique, hein, tout le monde doit savoir faire ça. Et connaître le résultat aussi. La valeur de l'interfrange doit être connue. AX sur D. Enfin non, ah oui, le... oui, pardon. Oui, c'est le... C'est ça. Bon, bah on commence tout exo physique par refaire le schéma. Parce que bon, faut bien placer les choses. Donc, on a une source S qui vient d'un de fente avec S1 ici, S2, et ça va interférer en un point M. Avec ici l'origine du repère. Tout ça c'est dans un plan. Donc là on va mettre Z, on va mettre l'axe X ici, et puis Y comme ça. Ça va? Ça vous va? Un peu un mélange de perspectives et de Oui, perspectives, mais toujours. pas, On aime ça, hein? Ouais. On aime ça. Donc ça fait une certaine distance ici, A, et ça, c'est D. Ok, donc petit A entre les deux et grand D. C'est ça. Allez-y. Je fais votre script, allez-y. Allez, très bien. On nous demande d'expliquer en quelques mots simples et convaincants pourquoi est-ce qu'on peut voir une figure d'interférence sur l'écran. Déjà, on voit qu'on a un point source unique. Donc, on commence déjà à avoir une première des conditions. Il y a une séparation géométrique, parce qu'on passe par des fentes. Donc, les ondes sont mutuellement cohérentes. Elles arrivent en un point. Donc, il y a interférence. Alors, c'est une division de front d'onde ou Oui. division d'amplitude? Oui, parce que c'est une séparation géométrique. La diffusion d'amplitude, c'est une séparation physique. Par exemple, un miroir qui laisse passer qu'une partie des rayons. Oui. Je vous suggère quand même de le faire en... D'accord, ça marche. Ça marche, ok. Ça marche. Alors, vous avez dit c'est cohérent. Pourquoi c'est cohérent et à quelles conditions ça l'est vraiment? C'est cohérent parce que il faut respecter les deux conditions de Fresnel, non? C'est-à-dire même pulsation et un delta phi non Alors, aléatoire. même pulsation, c'est sûr. Parce que c'est un même point source, Ça vient de la ouais. même source. Mais justifier que les le delta... trains d'ondes sont Oui. émis par là et par là sont en phase à chaque fois parce que c'est la même source. Mais encore faut-il s'assurer que lorsqu'on arrive là, Oui, c'est le même train d'onde émis par ici et par là qui arrive au même moment ici. ça je peux justifier. Sinon, ça peut... Alors, ça se justifie si
cette longueur-là moins celle-là Et constante. est plus... Alors, Ah. elle va être constante, ça Oui. c'est géométrique, mais il faut qu'elle soit plus petite longueur que la longueur de cohérence D'accord. du train d'onde. Sinon, D'accord. si celui-là arrive en retard, et que Ah oui. c'est plus le même train d'onde qui arrive quand l'autre est... Enfin, Ça, là. quand celui-là arrive, si là, l'autre n'est pas encore arrivé, enfin bref, on se comprend. Ok. Voilà, donc il faut D'accord. effectivement que la différence de marge soit plus petite que l'angle de cohérence. D'accord. Bon, c'était pas demandé. Ok, mais d'accord. Mais je retiendrai parce que je n'étais pas au fait de ça. Exactement. Donc déterminer directement la différence de marche qui arrive. Juste pour la première question. Bah alors la première question, pourquoi est-ce qu'il y a une figure de différence? C'est que déjà on a un premier point, on a un unique point source. Donc ça veut dire que le oméga, la pulsation est la même pour les deux ondes. Il y a une séparation géométrique parce qu'on passe par des fentes, donc c'est une division de front d'onde qui arrive en un point M. Et enfin, ce que disait M. Parizeau, c'est que si on s'assure que la différence de marche est inférieure à la longueur de cohérence des trains d'onde, c'est-à-dire la longueur typique de vibration des... Oui, alors du coup en fait, le pourquoi il va y avoir une figure d'interférence, c'est qu'il y a deux ondes qui arrivent au même point et qui vont avoir l'une par rapport à l'autre un déphasage constant. C'est ça qui fait que en sommant deux ondes de même pulsation qui ont un déphasage constant, alors il apparaît le phénomène d'interférence. Pourquoi ces deux ondes vont avoir un déphasage constant? Parce que la différence de marche est constante et parce que à la source, on a une cohérence au niveau de la source, mais donc pour que cette cohérence au niveau de la source sur les deux trajets soit maintenue à l'arrivée, il faut que la différence de marche soit plus petite que la longueur de cohérence. Donc c'est un peu les deux. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont la même différence de marche. Non, la différence de marche, c'est cette longueur moins celle-là. Donc oui. Le truc, c'est qu'il faut qu'elle soit constante. C'est pas nécessairement qu'elle soit nulle. Au cours du temps, ça pourrait varier. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, il y a deux ondes qui arrivent au même endroit et qui ont une différence de phase constante. Ça suffit à faire une interférence, ça suffit à faire I égale, alors si I1 égale I2, ça va être le cas ici, on va voir 2I0 facteur de 1 plus enfin, cos delta phi. Donc le point clé, toujours à la valeur moyenne, le point clé c'est que le delta phi est constant sur les deux chemins. Le delta phi ou la différence de marche, c'est pareil. Constante sur les deux chemins et supposée plus petite que la longueur de cohérence. Sinon, on verra rien. C'est bon? De cohérence, on a un moyen de calculer en fonction des... Non, donc c'est pour ça qu'il faut avoir un peu les ordres de grandeur. Je vous en ai donné quelques-uns la dernière fois. En général, on met un peu ça sous le tapis, donc l'exercice, on suppose que c'est cohérent. Quand on nous demande d'indiquer qualitativement la structure. Ah, c'est-à-dire la forme? Ouais. Bah, en fait, oui. En fait, ça dépend. Ça dépend de comment est-ce qu'est placé l'écran. Parce que là, l'écran, il est parallèle aux fentes. Mais s'il était perpendiculaire, on n'est pas le même. Parce qu'en fait, comme on va avoir... comme on va avoir ça, là, on va le faire maintenant. Ça, en fait, ça, c'est une équation mathématique. Mais ouais, vas-y, viens. Ouais, hein. Non, mais tu me demandes d'écrire, mais... Faut écouter, quoi. Et donc ça, en fait, ça, c'est une équation qui traduit une hyperbole, en fait. Ouais. Donc... Je propose qu'on voit ça après. Après? Ok. Bon. Ça marche. C'est une remarque importante à faire. Ça marche, ok. C'est plus des cercles concentriques où on alterne les raies. Ah bah alors si, peut-être que c'est maintenant alors. Ah ok, pardon. Non, Ok. je sais pas, Ouais. en fait, comment Bah, répondre qualitativement à la Bah alors allez-y, parce qu'en fait, il allait répondre en fait, je crois. Donc ça, mathématiquement, ça, c'est une équation qui traduit, une constante, ça, hein, constante, qui traduit en fait une hyperbole. Ça, c'est l'équation d'une hyperbole. Vous êtes d'accord avec ça? Que ça, c'est l'équation d'une... Si c'est avec un plus, c'est une ellipse. Ouais. Ok. Et c'est une hyperbole dont les foyers sont S1 et S2. Exactement, oui. C'est ça. On peut la Donc, dessiner à côté. oui, bah justement, oui, on refait un schéma. Tu vois que si tu as donc S2, si on reprend, enfin S1, pardon, ici, et S2, et qu'on a l'écran donc là. Dessinez les hyperboles. Oui, bah les hyperboles, du coup, elles sont comme ça. Alors, non, pas tout à fait, parce que c'est des foyers, ça. Ah oui, elles partent du milieu. Elles sont, alors... ça, c'est l'ensemble des points M, tels que S2M
égale S1m plus une constante. Ça, par exemple, c'en est une. Ça, c'est Ah oui, ça part du des milieu. points tels Ok. que S2m égale S1m. Pour la constante vaut 0. Après, si la constante est un peu plus grande, ça va faire un truc comme ça. Encore un peu plus grande, ça va être comme ça. Et puis comme ça. Enfin, bon, si S1 est là, voilà, enfin, je me suis décalé. Voilà. Et donc, on a des nappes d'hyperboles comme ça. Donc voilà l'ensemble des surfaces S2m égale S1m plus une constante pour différentes valeurs de la constante. Quand la constante vaut 0, c'est ça. Quand la constante est plus grande ou plus petite que 1, enfin c'est symétrique. Et donc on a des branches d'hyperboles comme ça. Donc ça, ce sont les surfaces équidifférences de marche. En ce point-là, en ce point-là, en ce point-là, en ce point-là, en tous les points d'une même branche d'hyperbole, il y a la même différence de marche entre les deux rayons. La même différence de distance parcourue. Ça, c'est dans le plan X, O, Z, ça? C'est partout? C'est dans l'espace comme ça, révolution autour, partout dans l'espace. Alors maintenant, effectivement, C'est pour ça que selon où tu places ton écran, en fait, tu vas pas avoir les mêmes figures. Donc au début, bah, tu as la première là, donc après tu as ça, tu vois des choses comme ça en fait. Il pareil ici. Alors que si tu places un écran ici, si vous coupez comme ça ou comme ça, vous n'allez pas voir pareil. Eh Si ben, vous coupez comme ça, vous verrez des cercles. voilà. Bah, là j'ai fait des ellipses parce que c'est pas bien fait, mais normalement on a des cercles quoi, concentriques comme disait Romain là. D'accord? D'accord, ouais. C'est quand c'est perpendiculaire à ici. Alors que quand on est parallèle, Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Quand vous avez deux sources, ça fait des surfaces équidifférences de marche qui sont comme ça, qui sont des hyperboloïdes, dont les deux foyers sont, dont les deux sources sont des foyers. on observe des cercles si c'est bien parallèle, parce que si c'est un petit peu penché, on observe des Ça va ellipses. faire des ellipses. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça, si vous avez en tête la figure des surfaces équidifférences de marche, si vous voulez savoir qualitativement ce que vous obtenez, ben voilà, vous imaginez que vous allez couper ces hyperbolides par votre écran. Alors voilà, Ça. comme il dit là, si vous mettez l'écran là comme ça, donc vous allez avoir en gros des lignes parallèles, un petit peu inclinées, mais si vous êtes très très loin, Oui, vous oui, allez, oui. vous allez choper des surfaces équidifférentes de marche qui sont quasiment horizontales. Ok. Voilà pour la première question. Une autre chose peut-être sur Oui, le pardon. qualitatif, on peut déjà savoir si au point O, au centre, ça va être lumineux Oui, c'est lumineux. ou autre chose. Ouais, c'est lumineux. C'est lumineux. Hein. Et comment, parce qu'il y a le même chemin. Parce que voilà, c'est symétrique, donc les deux sont en phase. Hein. Il y aura le même chemin optique par les deux côtés. Et donc, delta phi égale 0. Moi, j'arrive pas à voir pourquoi S1m moins S2m moins S1m, c'est-à-dire égale constante, ça correspond à une équation d'hyperbole. Alors, Ah bah ça c'est des mathématiques. Ouais. Ça il faut... La Ouais. calculette et le voir. Ouais. en gros. Là, c'est bien de savoir, mais sinon, de manière générale, vous savez que les coniques sont en fait très exactement les équations du deuxième degré. D'accord? Toutes les coniques sont des équations du deuxième degré, toutes les équations du deuxième degré sont des coniques. Ça, c'est... ça s'écrit comme... Enfin, ça, cette distance-là, on est d'accord, c'est x moins x2 au carré, plus y moins y2 au carré, plus z moins z2 au carré, racine, première longueur, moins l'autre, etc. Vous mettez tout ça au carré. Bref, ceci est un truc du deuxième degré, effectivement. Alors, donc ça peut être soit un cercle, soit une ellipse, soit une parabole, soit une hyperbole. Et vous pouvez regarder, par exemple, que quand vous allez à l'infini, enfin, est-ce qu'il peut y avoir des points à l'infini comme ça? La réponse est oui. Parce que si vous faites l'infini moins l'infini, ça peut être... Enfin, vous pouvez garder la constante. Donc, les surfaces qui vérifient ça, enfin, les points M qui vérifient ça, ils peuvent aller jusqu'à l'infini. Ce ne serait pas le cas pour une ellipse. Pour une ellipse, effectivement, l'équation d'une ellipse qui a deux foyers S1 et S2, enfin, ou F1 et F2, ça va être quelque chose comme ça. Et là, vous voyez bien que vous ne pouvez pas mettre un point M à l'infini. Parce que vous avez une infini plus infini, ça ne fera jamais votre constante au bout du compte. Donc ça, c'est un truc qui est borné. Donc si vous oubliez, vous pouvez vous rappeler un petit peu comme ça. Mais en tout cas, donc ça, c'est des choses que les Grecs connaissaient hein, très bien.
il se trouve que c'est une caractérisation de l'hyperbole, c'est une caractérisation de... Et pour le faire, ce serait quoi alors? Bah, c'est une ellipse particulière. Une ellipse avec Donc c'est toujours ça qui Bah, va. ça va C'est être là. S1 égale S2, donc en fait vous avez S1M égale constance. Et effectivement c'est l'équation d'un cercle, D'accord, ça va. centré sur S1. Si les deux points S1 et S2... sont confondus. D'accord. Ok. Donc c'est aussi une autre façon de voir que ça c'est bien, ça c'est l'ellipse, et l'autre c'est l'hyperbole. Enfin. Bon. Ok, merci. Alors... J'ai fini. Non, maintenant on va falloir calculer Ouais. cette différence de marge. Je peux effacer? Ouais. C'est bon? Ouais, alors la différence de marche, bah, si on prend la définition, hein, c'est ceci, la différence des deux chemins optiques. Alors, juste Oui. plus précisément, c'est SM par là Oui, plus... vous voyez, parce que si S est décalé, SM par là, oui d'accord, D'accord. SM par le chemin 1, voilà. et ok, Voilà, ça c'est voilà. d'accord, Donc c'est SS1 plus S1M oui, moins SS2 plus S2M Tout et à SS1 fait. égale SS2. et donc, voilà, donc on va le refaire, donc SS1 Ouais, voilà. Et écrivez-le plus tranquillement. S1M, moins, comme ceci. Voilà. Et donc ces deux-là sont égaux. Donc reste ceci. Alors c'est important parce que c'est ça qui vous montre qu'il va y avoir un brouillage si jamais vous avez ici non pas un point source mais une fente source. Parce Ouais. que du coup vous allez avoir plusieurs points ici. Le point, cette partie-là, ça égale ça, ce ne sera pas vrai pour tout le monde. Et comment c'est dans ce cas-là après Il faut faire une intégrale. Oui, enfin l'intégrale, vous prenez une source ici entre... Quand tu dis qu'il y a une certaine épaisseur et t'intègres entre les deux en fait. On le fera, je pense. Enfin, Ouais, c'est un problème de source je ne large. sais pas si c'est un des exos que j'ai posé, mais on le fera. Toujours est-il qu'on a ça. Donc en fait, il faut calculer la distance S1M et la distance S2M. Voilà. Donc là, on est dans un milieu d'indice constant. Donc Oui. la différence de... Enfin, le chemin optique, c'est juste la distance parcourue fois n, mais le même n pour tout le monde. Voilà. Donc on suppose qu'on est dans le vide, là, je pense. Non, n égale 1. N égale 1, c'est ça. Ok. On fait comme si on était dans le vide. Du coup, la différence de marche, c'est la longueur. Enfin, Voilà. le chemin optique, c'est la longueur. Donc, Allons-y. par contre, il faut paramétrer un peu. Donc, c'était juste pour reprendre, parce qu'on avait le point M là, avec 0 ici. C'était juste pour faire apparaître les axes, la pète. Ouais, très bien. On peut faire une petite perspective, en effet. Plutôt comme ça. Voilà. Ça, c'est un C'est X. important là que le truc il soit direct ou pas? Oui, non, quand même, c'est ouais. aussi, moi, qu'il ne le soit pas. C'est un petit peu Il embêtant. faut qu'il soit direct. Il est pas direct là Ouais. J'ai pas fait direct Direct dans Là, l'autre t'es pas sens. direct. Vous pouvez Bon. choisir de ne pas le mettre direct, mais c'est vraiment... Enfin, le faites pas dans... Comme non, ça, par c'est contre, ça peut quand même s'appeler X. Je crois que ça doit s'appeler X, non? C'est noté X. Bon, bah Donc alors. ça, vous n'avez pas le choix, ça Ok, c'est X, donc c'est c'est- juste que le Y, c'est l'autre. Ok, ça marche comme ça, comme ceci. Voilà. Voilà. Oui, mettez toujours des trièdres directs. Hop, voilà. En Bon. l'occurrence, c'est symétrique, donc ça n'a pas changé. Donc il faut exprimer les coordonnées de chaque point dans ce repère. Donc M il a pour coordonnées x 0 et enfin oui, selon Z 0 mais sinon selon Y. Bah, Y. Oui Y oui tout à fait. S1. Alors S1 il est en haut donc c'est plus A sur 2. S1 là, ouais. Y, bah, il est en 0. Et en Z, il est en moins D. Ok. Voilà. Et- Pourquoi tu mets que ton point M il a un Y X00? Oui, mais Non, regarde non, un le- peu plus, en fait. Il est quelconque en fait. Mets-le au milieu. Ouais, Ouais, oui, c'est oui, ça. là, voilà. Ça intéresse, Ouais. hein, Voilà, pardon. J'ai pas. Oui, pardon. My bad. S2, bah, il est en bas, donc c'est moins A sur 2. Toujours 0 et moins D. Très bien. Et donc, bon, bah là, on sait faire, hein, normalement. On va calculer S1M et S2M. Donc, S1M, vous savez, c'est la racine de la différence des coordonnées au carré. Ça parle, ça?
Donc S1m, ça va faire x moins a sur 2 au carré, plus y au carré, plus d carré. Tout en racine. Est-ce que c'est ça pour tout le monde, ça? Yes. 2d au carré. Ah non, tu fais. Pardon, j'ai dit. C'est bon? Ouais. Ok. Or, on a une approximation qui est importante, là. Bon, la S de M, c'est la même chose avec un plus. Hein. Bon. Je vais passer au-dessus, hein. On a une approximation importante qui est que D est très grand devant A. Yes. On le voit sur le schéma. D est grand devant A. Oui. Et aussi, on va le prendre grand Oui, devant alors C. devant X et Y, c'est ça? Ouais. Ok. Ok. Bah, virgule, X, Y. Ouais. Est-ce que du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par D et on va faire un développement limité. Et on aura fini. Donc si on factorise par D, quand ça sort de la racine, ça fait un... Enfin, on factorise par D carré dans la racine. Du coup, quand ça sort, ça fait un D. Donc, comme je factorise par D, ça fait 1 plus Y carré sur D carré, plus X moins A sur 2 au carré sur D carré. Très bien. Ça va, ça, pour tout le monde? D carré. Ça va, ça? On a juste divisé par D. Et donc là, en fait, on reconnaît un... On peut même mettre au même dénominateur, enfin, ça, c'est au même dénominateur, en fait. Hop. Là. Joli. Bah là, en fait, on reconnaît directement 1 plus... Plus epsilon. et à la puissance alpha, par exemple, ça fait à peu près 1 plus alpha epsilon en maths. Ça va, ça? Ouais. Bah donc, la puissance ici, c'est un demi, donc on y va. Donc c'est la même chose. Sauf qu'il y a un 2 ici. Voilà. Et vous voyez qu'on fait, si on fait la même chose, pardon, pour S de M, bah ça va être la même chose mais avec un moins là. Voilà. Enfin un plus là, pardon. Voilà, donc on est presque au bout de notre sueur. Voilà, c'est que des maths, hein. Il faut faire la différence des deux, nous disions. On avait pris S1M en premier ou S de M, je sais plus. S1M. Oui, peu importe, vous allez me dire. Enfin si, on va se balader en moins là, si on fait S1M. Bah oui, enfin, je dis peu importe parce qu'à la fin ce sera cosinus de delta sur lambda 0. Oui, c'est vrai. Mais, Ok. il faut en choisir un, prenez celui qui vous arrange maintenant. Hein. Moi je préfère prendre S de M moins S1M. Bon, Allez. c'est... Comme ça c'est positif. Ouais, j'aime bien moi. Je suis assez monomaniaque. Donc quand on fait la différence des deux, vous voyez que tous ces termes-là, là, 1, y carré, ça s'en va. Et en fait, après, là, on est dans termes marquables. Donc les deux termes au carré sont les mêmes. Donc ça s'en va. Et ce qui va rester, c'est juste le double produit. Le double produit ici, vous voyez que c'est 2 fois le sol, donc c'est 2xa là, avec un moins ici. Et le... 2xa sur 2, donc xa. Oui, c'est ça, pardon. Donc ça fait juste ça. Et le même ici avec un plus. Donc en fait, quand on fait la différence de ax moins ax, ça fait 2ax. Est-ce que je suis pas allé trop vite là? Ou il faut détailler? Le 2D aussi à prendre en compte, non? Oui, bien sûr, il y a le 2D, bien sûr. Mais je suis pas allé trop vite là? C'est bon. Donc en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a le 2ax sur 2D carré. Sur 2D. Parce qu'il y a le D devant. Je suis peut-être allé trop vite. En fait, on en est encore là. Je suis allé trop vite. Le 2 dedans, exact. Je suis allé trop vite. Non, je pense que c'est bon, c'est juste le temps d'écrire. Ouais, C'est le ok. temps qu'ils ont suivi, mais c'est juste le temps d'écrire. T'es sûr là, Marion? Je te vois perdu. Parce que je te regarde toi et je me dis, ils ont pas suivi. C'est sûr là, c'est bon là? Ok, bon bah d'accord, bah c'est bon. Donc, Ouais, c'est virer les deux d'ailleurs. oui d'accord, allez, on fait ça tout de suite. Allez hop, zou, hop, clac, boum. Et on est content, hein. La flèche ici c'est le double produit, hein, à chaque fois. Au premier rang. Oui, exact.
Voilà. Alors, des petites remarques générales. Là. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? C'est beau, déjà. C'est beau, bon, c'est homogène. C'est homogène à une distance, ok, ça va. On voit bien que quand D augmente, bah, la différence de marge diminue. Ça nous semble logique. Oui, quand D augmente, la différence de marge diminue, c'est très bien. Quand A augmente aussi, enfin, la différence de marge augmente. Il y a un truc absolument remarquable ici, c'est que ça ne dépend pas de Y. Oui. Ça ne dépend pas de Y, ça veut dire que... Ah, je l'ai passé. Ouais, c'est pas grave. En fait, sur votre dessin, enfin, vous avez X, vous avez Y comme ça, du coup, hein, parce que Z venait vers nous. Ça veut dire que tous les points au même Y ont la même différence de marge. Bon. Et donc, on retrouve bien que les surfaces enfin, les lignes équidiférence de marge, donc d'égale intensité, vont bien être des droites parallèles à OY. Pourtant, quand on avait tracé le schéma, on voyait que c'était des hyperboles, donc c'est censé, Oui. quand on s'éloigne, c'est censé... Voilà, donc en fait, en vrai... C'est pour ça que c'est au premier rang. Ah, oui. Mais le truc, c'est qu'on va supposer que Y est petit devant D, et c'est ça qui fait sortir... Ça fait sortir au premier ordre la variation en fonction de Y. Et c'est normal, si vous regardez la dérivée de ça par rapport à Y, bah, ça vaut 0 au centre. Et donc, tout ça est cohérent. L'autre point important aussi dans cette approximation, pourquoi on se met à ça petit, là, bah, vous vous rappelez la condition de cohérence, c'était que delta devait être plus petit, et même si possible, beaucoup plus petit que lambda de cohérence. En tout cas, plus petit à coup sûr, et pas juste un peu plus petit. Bon, ouais. Et donc, vous voyez que il faut que tout ça soit plus petit que lambda 0. Alors, ça, c'est fixé. Ça peut, je sais pas, ça peut valoir 2 mètres et ça 2 cm. Auquel cas, vous avez déjà un facteur 100. Mais attention, ça, c'est des fractions de microns. Hein. Donc, c'est quelques 10-7. Donc, il faut que le x, mètre, d'accord hein. Ouais. Donc, il faut vraiment que ce soit petit. Donc, il faut que le x aussi soit petit. Donc on voit l'image de 0. Pas juste le a. Ouais, quasiment. D'accord. Ouais. Donc, c'est pour ça que quand on fait le calcul, en principe, on pourrait calculer la figure d'interférence, même loin du centre de l'écran. Sauf que si on est loin du centre de l'écran, si on est genre là, alors là, il n'y a plus aucune chance que la différence de marge soit petite devant la longueur d'onde. Et donc, devant la longueur de cohérence. Et donc, ce sera plus cohérent de toute façon. Donc, se restreindre au voisinage de la partie centrale de l'écran, ça simplifie le calcul, mais c'est nécessaire parce que de toute façon, sinon, on n'aurait pas de cohérence. OK. Donc après, les questions suivantes, c'est calculer le déphasage, l'intensité, l'interfrange. Enfin, c'est des questions hyper classiques. Donc on va y aller. Bah, le déphasage, donc, delta phi. Bah, c'est 2pi delta sur lambda. Donc... Pardon, j'ai écrit lambda 0 ici, je voulais écrire lambda 0. Ouais. Pour le calcul de delta, c'est pas normalement la petite distance de son trace une grade perpendiculaire. Non, je sais pas. Enfin, je me souviens quand on faisait ça, on traçait des perpendiculaires par rapport aux origines. Non, ça c'est quand tu es en source large. C'est quand tu places des lentilles. Quand il y a ça là, attends, tu me dis. Non, là c'est juste vraiment la longueur. On verra un cas. Genre quelque chose comme ça, non, tu me dis? Ouais, mais ça, voilà, mais ça c'est quand tu vois, c'est des rayons pareils, c'est-à-dire que t'es à l'infini ici là, ou que t'as une lentille, d'accord?
Et pareil ici, mais ça c'est quand c'est un problème de source large. Là on a une source ponctuelle, donc c'est pas ça encore. Mais c'est après, ça c'est avec malus, on verra après. Et du coup, monsieur, Il y a le ferrotype aussi, ouais. Il y a plein de trucs là-dedans. il faudrait qu'il soit de l'ordre de 10-4 quasiment pour que ça marche. Parce que A sur D fait 10-2, c'est ça. Lambda fait 10-2. Donc il faudrait que ce soit 10-5 même. Et 10-5, pourtant on les voit quand même les interférences. Donc comment ça se fait? Enfin, vous avez pris ça au pif? Ouais, j'ai pris au pif, en fait, oui. En fait, vous allez peut-être plutôt prendre. Oui, si vous prenez 1 cm et 2 mètres, ça fait. C'est pas assez quoi. Ah, bah si. Oui, non, c'est peut-être pas assez. Ouais. Ou alors il faut une lampe qui a une longueur de cohérence suffisante. D'accord. Ah oui, non, oui, pardon. Mais en fait, je me suis laissé prendre en écrivant lambda 0. Pardon. J'ai dit qu'il fallait que ce soit petit devant le 10-7 mètres. C'est pas par rapport à la longueur d'onde qu'il faut que ce soit plus petit. Comme on l'a dit là, il faut que ce soit plus petit que la longueur de cohérence. Et la longueur de cohérence est évidemment bien plus grande que la longueur d'onde. Pardon. Heureusement, hein, sinon on ne pourrait même pas définir une longueur d'onde. Hein, pour calculer. C'est plus le même train d'onde, il n'y a plus de longueur d'onde. Quand est-ce que c'est max? La longueur de cohérence. Oui, ça c'était la longueur. Ouais. Donc, oui, c'est n fois ça. Il y a beaucoup d'oscillations dans un train d'onde. Oui, donc c'est pour ça. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Oui. Donc ça marche sur quelques centimètres. Vous voyez des figures d'interférence quand même assez grandes. Donc pardon pour ça. Hein, c'est lambda C que je voulais mettre. Donc je me suis permis d'avancer. Très bien. Alors, l'ordre d'interférence, c'est donc AX sur lambda D, effectivement. Et après, c'était pour avoir quand est-ce qu'on allait clairement max et min. Donc j'ai pris avec la condition avec l'interférence. Donc là. Alors on voit effectivement qu'en X égale 0, on a une frange lumineuse. C'est ça, on retrouve le résultat de tout à l'heure. Voilà, on retrouve ça. Et alors la valeur de l'interfrange, c'est donc la distance... Oui, alors on va peut-être noter aussi que finalement ça, là, c'est... ça. Et l'interfrange, en fait, c'est la période de ça. En fait, oui. Par définition. I. Ou bien vous pouvez dire que c'est la distance entre quand n vaut 0 et quand n vaut 1. Enfin, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Ça va bien. Ça, c'est la période de I. Vous savez tous ce que vaut 1 plus cos de 2θ? 2θ. C'est racine de quelque chose. 1 plus cos de 2θ. C'est carré ou quelque chose, je sais plus. Ouais. Voilà. Ok. On peut l'écrire. Cos carré plus sin carré égale 1. Cos carré moins sin carré. Mais ça, faut pas l'apprendre par cœur, faut le retrouver ça. Cos égale cos de θ. Donc 1 plus cos de θ, c'est 2 cos carré. Pardon, il y a un 4 ici. C'est 2 cos carré. Ok. D'ailleurs, on retrouve Imax là. Enfin, voilà, et c'est là qu'on voit Imax, c'est pour ça que je voulais l'écrire comme ça. Cos θ ou cos de θ? Non, c'est cos de 2θ plus 1 qui fait 2 cos carré θ. Ouais. il est largué. Et donc le cos il fait ça, d'accord. Donc le 1 plus cos c'est la même chose mais cos il a 1 au-dessus. Ça va entre 0 et 2. Ça en fait c'est un cos carré. Toujours positif. Ça, évidemment, l'intensité doit être... Ok, donc la période de I, oui, c'est... Donc il faut résoudre 2pi AX sur lambda D égale à 2pi. À 2pi, ouais. Ouais. Et donc du coup ça donne que I c'est lambda D sur A. Je sais pas si c'est clair ça. Si, je sais pas si on voit bien appuyer un peu plus. Faut que j'appuie un peu plus. Ouais. Mais j'ai pas de force moi. J'ai eu un commentaire sur une vidéo il n'y a pas longtemps disant qu'on n'arrivait pas à lire parce que c'était mal effacé. Ah bon? Il a qu'à être en cours. Hein. Effacé à l'eau, avec un chiffon mouillé. Mais c'est vrai que ce serait bien, mais il n'y a juste pas de point d'eau ici. Donc, alors, ouais. Mais il y a des tuyaux. Sinon, il y a du gaz. Hein. On a du gaz à disposition. Et du coup, la formule,
du coup, il faut bien appuyer. L'expression de I, on peut la connaître et la donner comme ça. Ça, oui, Ah oui, ça, oui. 2I0 facteur de 1 plus cos phi, oui. On n'a pas Ou besoin bien de 4I0 facteur de cos carré phi, enfin delta phi, oui. Oui, mais Oui, ça c'est connaître démontré, ça. ça. C'est déjà démontré en fait. C'est le truc du cours, ça. À condition Oui, enfin, que on le l'a fait lien dans le égale cours, mais 2. Hein. là on l'a pas fait dans Oui, le mais cours, on va dire, ouais. Du coup, on peut le, Oui, on oui, peut le vous donner pouvez comme ça. connaître ça, ouais, je pense. Oui, enfin, oui. Sauf si on vous le demande. Si pi à i sur lambda d égale 2. Oui, il y a un I là. Mais il n'y a pas de x. Oui, Si, oui. si, c'est ça. Non, enfin, Ah oui, oui, enfin, oui. d'accord, Tu mais. l'appelles i après. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, Ouais, bon, ouais. t'as Ouais, compris. oui, Ah, Certes. Bon, alors, on a fait la question 3, 4, 5. 4, 5. Ensuite, il y a une application numérique, bon, voilà. Et ah, il y avait une question derrière, très bien. Même plusieurs, très bien. Je peux les faire si vous voulez. D'accord, bon, on va voir. Hein. Donc l'application numérique, allons-y. Ah oui, alors. On va faire ici. Donc. Lambda D sur A, donc lambda on a 510-9. On va faire ça 90-2 sur 1-10-3. Donc là on a 10-11. Avec mon 3 ça fait 10 puissance moins 8. Donc on a du 10 puissance moins 8 fois 500 fois 80. Donc ça fait 4, 10 puissance 1, 2, 3, 4. Je me suis pas trompé, non c'est bon. Donc ça fait 4, 10 puissance moins 4 mètres. C'est juste ça, hein? Oui. Oh là là. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. On a dit 500 nanos pour 80 cm divisé par 1 mm. Donc là ça faisait bien 10 moins 11. Avec moins 3 ça fait 10 puissance moins 8. Ouais. Et 8 fois 5 c'est bien 40. Et donc du coup on avait 1, 2, 3, c'est bon, 4. Ouais c'est bon. Donc c'est ça. Donc 4, 10 moins 4 mètres, ça Ouais. fait 0,4 Millimètres. Ouais. Ça me semble tout à fait possible. 0,4 mm. Ouais. Ok. Donc vous voyez que c'est presque un microscope, enfin, ça vous permet de voir, de mesurer une longueur d'onde. Ah, parce que en pratique, évidemment, vous mesurez l'interfrange et vous en déduisez la valeur de la longueur d'onde. Donc ça permet de savoir que la longueur d'onde, enfin, vous voyez, en fait, quand vous passez d'une frange à une autre, vous passez d'une différence de marge qui vaut quelque chose à la différence de marge qui vaut la même chose, Ouais. plus lambda. Donc c'est comme si vous aviez boosté la longueur d'onde par un énorme facteur en fait, qui vous permet de la mesurer, de la voir avec les yeux. Même, hein. Entre là et là, il y a une différence d'exactement une longueur d'onde dans la différence de marge. Donc, il me semblait avoir. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment avec ce système-là, mais il me semblait qu'on pouvait mesurer par exemple la taille d'un cheveu ou un truc comme ça. Oui. Même avec l'interféromètre de Michelson on peut faire ça. Avec la Vraiment, diffraction, je vois pas comment. en diffraction, oui. Ah, c'est de la diffraction, Ouais. donc c'est un peu Ouais. Vous avez le théorème de Babinet qui vous dit que la figure d'interférence créée par un écran ou par son complémentaire, c'est la même en fait, sauf sur le point central. Et donc, d'avoir un cheveu qui intercepte la lumière ou d'avoir tout noir avec juste, voilà, juste une ouverture, une fente de la taille du cheveu, c'est exactement pareil. C'est la même figure d'interférence, enfin, de diffraction. Oui, parce que les carrés même. Enfin, Donc, ok, bah merci. je vous rends la main, enfin la craie. Ça marche. Vous avez des questions là-dessus? Bon, ça c'est archi classique. Hein. Oui, alors je vais peut-être la faire la suite. Ouais, je vais faire la suite. Donc, un petit raffinement. Un plus 2 cos alpha, c'est cos carré. C'est 2 cos carré. 2 cos carré alpha. Ouais. Alors, blablabla. Donc, septièmement, on place à présent devant la fente 1. Je vais effacer, enfin peut-être pas tout. Donc maintenant, on place devant la fente 1 une petite lame à face parallèle d'épaisseur E et d'indice N.
on suppose en première approximation que les rayons traversant la lame sont pratiquement en incidence normale, hein, c'est-à-dire comme on regarde loin la figure d'interférence, les rayons là traversent de façon orthogonale à la lame. Ok ? Je peux effacer là ? Oui, là, oui. Ok, voilà. Déterminer la nouvelle différence de marche entre les deux rayons représentés et en déduire le déphasage en fonction de la distance x. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change là ? Effectivement, c'est que maintenant, le chemin optique S1M, c'est la longueur S1M que Luc a calculé avant, moins E, plus NE. Ça vous va, ça ? Ouais. Ok. Moins. On retire E, et à la place de E, on met NE. D'accord. D'accord. Oui, c'est indiqué dans l'énoncé. Voilà. Mais en fait, c'est justifié par le fait que l'écran est loin de toute façon. Donc en gros, les rayons ils sont quasi parallèles, ils viennent interférer très loin là-bas. Mais effectivement, c'est ça. Hein, donc ça fait S1M plus N-1E en fait. Hein. On voit bien que si N égale 1, voilà, on retrouve ce qu'on avait avant, bien sûr. Donc, en fait, sur le déphasage, on va trouver exactement pareil. Enfin, sur le déphasage, oui, enfin, ou la différence de marche. Le delta phi, ça va être donc 2pi sur lambda fois le nouveau déphasage. Je vais l'appeler delta 2 moins delta prime 1. On était dans cet ordre-là, je crois. Dans ce, hein, 2 moins 1. Et le delta prime 1, donc en fait, ça fait 2pi sur lambda fois ce qu'on avait, c'est-à-dire 1x sur d, mais donc moins ça. Moins n, c'est moins, je crois, hein, vous avez 2 moins 1. D'accord ? Ah oui, moins n moins 1. Voilà, moins n moins 1. Ah, moi j'aurais dit que c'était AX sur D plus M-1E, parce que le phi 2 moins phi 1, c'était ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Oui, donc c'est bien celui-là moins celui-là. Ouais. C'est le 2 moins le 1. Et le 1 est un peu plus grand. Ouais. Donc le déphasage, le déphasage est un peu plus petit. D'accord, ouais. C'est ça moins ça. Et du coup, on fait un Je peux effacer là, c'est bon ? Ouais. Pas de protestation. On y va. Donc lambda d sur A, il faut connaître par cœur. Hein. Il faut le retrouver aussi, hein, ça prend pas. L'interfrange égale lambda d sur A, ça faut connaître. Hein. Ok, donc on a ce nouveau déphasage. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? En déduire le déphasage en fonction de la distance x, ok, c'est fait. Et on passe à vos ordres d'interférence. voilà, donc déterminer effectivement la nouvelle position x'0 de la frange brillante principale. Alors, la frange brillante principale, c'est celle pour laquelle le delta phi égale 0, ou la différence de marche égale 0. Hein. Donc, quand n valait 1, on avait ça. Et donc, l'ordre d'interférence 0, c'était x égale 0. Et maintenant, c'est donc le x'0, c'est comme ça qu'il s'appelle. x'0 est tel que ceci égale 0. Enfin bref, égale 0. Et donc, ça fait n-1 E d sur A. Ah, c'est vrai qu'on ne voit rien avec ces... Vous arrivez à lire, là? C'est vrai qu'il y a... Ah bon. Ouais. C'est pas nous qui avons râlé dans les commentaires. Non.
En même temps, je comprends, c'est vrai que c'est pas facile à voir. Mais... Alors, n-1 ED sur 1. Ok, eh bien ça fait combien ça? D'abord, qualitativement, regardez pas le résultat. Dans quel sens vont se déplacer les franges d'interférence? De mettre la lame ici, ça rallonge le chemin ici. Du coup, ça diminue la différence de marche. L'ordre d'interférence 0, c'est quand les deux trajets ont la même différence, enfin le même chemin optique. Donc, quand il n'y a pas la lame, c'est bien au centre qu'on a le même chemin optique. Si vous rajoutez du chemin là... Ok, donc c'est pas dans le cas où on est au point N. Non. Je cherche à quel endroit, qualitativement, à quel endroit va se trouver le nouveau point qui correspond à le même chemin optique. C'est au-dessus. Hein? Vu que là, vous en rajoutez, il faut monter là pour allonger celui-là aussi et raccourcir un peu celui-là. Donc on s'attend à ce que ça monte un peu. Et effectivement, c'est ce qu'on trouve. Enfin, si n est plus grand que 1, mais n est toujours plus grand que 1, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et on trouve donc que ça monte de combien? De ça. Alors allons-y. J'imagine qu'il y a une application numérique. Ouais. Donc on a 0,1 mm. Alors c'est vraiment tout petit comme épaisseur. Donc E égale 0,1 mm. Et puis Ah oui, alors c'est fort. Alors donc, c'est une remarque que j'allais faire, mais en fait, elle fait partie de la question. Vous voyez que ça permet, en mesurant de combien s'est déplacée la frange, où se trouve le 0, ça permet de connaître l'indice de la lame si on connaît son épaisseur. Ou bien, si on connaît son indice, déterminer son épaisseur. Ah, si on connaît x0, quoi. Voilà, on le mesure, x0, on voit de combien ça s'est décalé. Et voilà, c'est assez fort, parce que vous... on va voir tout de suite. L'indice, c'est combien alors? On trouve quoi? C'est l'indice qu'on demande ici, c'est ça? Donc n, c'est 1 plus AX0' sur ED. Et donc ça fait 1 plus... Alors A, on a dit que c'était 1 mm. Je vais l'écrire comme ça, 1 mm. Fois 4 cm, bon allez, on va dire donc 10 moins 3, fois 0,04, sur E, donc 0,1 mm, et 80 cm. Donc ça fait 40 sur 80, ça fait 1,5. Donc ça fait 1,5. Effectivement, c'est un indice de verre assez standard. D'accord, ça c'est important de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Si vous trouvez 42, là, oubliez. Hein. C'est la réponse de l'univers. Voilà, ça ne peut pas être la réponse à tout quand même. Si vous trouvez un truc plus petit que 1, oubliez aussi. Hein. Recherchez votre erreur. Si vous trouvez, je sais pas, enfin bon, bref, faites un truc cohérent. Si vous trouvez un truc négatif, alors là, j'en parle même pas. Pour du verre, c'est typiquement 1,5 jusqu'à 1,7, ça dépend. Il y a les Flint et les Crohn, là, vous connaissez ça? Absolument pas. Non? Vous n'avez jamais entendu parler des Flint et des Crohn? Il y a deux types de verres. Enfin, évidemment, il y a tout un continuum d'indices possibles, mais grosso modo... Alors on dit Crohn, j'imagine qu'on devrait dire Crown, mais... si je ne m'abuse, vérifiez. Alors, il y en a un qui est plutôt 1,5 et l'autre plutôt 1,7. Alors lequel? Vous, il faut que vous le sachiez, mais moi, je dirais... Ah non, j'ai une chance sur 2, mais je vais me tromper. Ah bah oui, Joker. C'est vrai que Crohn, c'est avant dans l'alphabet, donc c'est vraiment... Non, il me semble... Moi, je dirais que ça, c'est plutôt plus petit. Si c'est vrai, c'est bien. Okay, vous avez un... Ouais. Dites comme ça, on va instruire l'assemblée entière. C'est 1,52 pour Crown. Ouais, c'est ça. 1,52, vous dites, ouais. Ouais. Et Flint? Alors, attendez.
Alors, il y a tout un domaine, hein, c'est pas pile une valeur, mais c'est... Voilà, donc les crowns sont plutôt les plus petits indices et les flints les plus grands indices. Vous avez raison, mon raisonnement, ça vous. Je ne sais pas si on peut dire que la conclusion était juste, donc le raisonnement était juste. Ils disent entre 1,5 et 2, donc en fait c'est... Ouais, bon, entre 1,5 et 2. Bon, je vous dis, ouais, bon, typiquement, enfin 2 c'est quand même super rare. Hein. Non, mais typiquement c'est plutôt jusqu'à 1,7, après ça devient... C'est pas si simple de faire des gros indices. Alors les choses qui ont des gros indices, c'est par exemple le diamant. Hein. Enfin, gros. Alors gros, je ne sais pas combien, si vous voulez regarder, pardon, vous êtes notre Wikipédia du jour. Le diamant... Avec la densité, monsieur, l'indice? Non. Non. Pour le verre, je pense que non, c'est la composition. C'est 2,4. Voilà, c'est ça. 2,41. Enfin, 40. Donc vous voyez, le diamant a un indice de réfraction très élevé. C'est une des raisons de ses qualités optiques, enfin de ses propriétés optiques. S'il est taillé en facettes de façon astucieuse, ça permet de faire chatoyer, de faire rayonner. Bref. Enfin, en tout cas, c'est effectivement lié au fait que la réfraction est plus grande. Du coup, les angles de réfraction sont plus grands. Donc, vous pouvez avoir sur des petits diamants des réfractions lumineuses. Enfin, voilà. Bon, je ne suis pas un expert joaillier, mais si vous voulez m'offrir un diamant pour faire une démonstration... D'accord. J'essaye chaque année, ça n'a pas encore marché. Hein. Au prochain Noël, les diamants plutôt que les yo-yo et puis voilà. Vous acceptez le toc, monsieur? Ah non, moi je veux un indice de réfraction élevé. Le zirconium. Le zirconium, ça doit être pas mal, justement. Je pense que c'est ça l'idée. Tiens, dites-nous le zirconium. Parce que justement, je pense que c'est ça, qu'ils ont trouvé un moyen de faire pas cher un truc avec un indice qui tient la route. Et du coup... C'est 1,96. Vous voyez, donc c'est déjà pas mal. 1,96. C'est beaucoup, c'est bien plus que du verre. Hein. Et donc, effectivement, et c'est moins cher que le diamant. Alors, c'est pas le diamant, mais... Bref. Il paraît que ça varie. Hein. Ça varie, oui, j'imagine. Il y a des moments, ils montent à 2,15. Enfin, voilà. Ah, ça peut monter à 2,15. 2,15, ouais, c'est 0,15. Ah, donc. En gros, c'est Bon, ok. Ok, on s'arrête là pour cet exercice. Donc, retenez que effectivement, grâce aux interférences, on est capable en fait, de mesurer de toutes petites longueurs, que ce soit la longueur d'onde, que ce soit l'épaisseur d'un verre, et puis bon, déterminer l'indice. Mais si une fois que vous connaissez l'indice, vous pouvez, vous voyez, vous avez un énorme levier en fait, qui est le rapport D sur A pour observer E. D'accord ? Voyez là, vous avez un espèce de bras de levier qui vaut D sur A. Si vous avez ici un facteur 100, enfin ici c'est même un facteur, non, c'est un facteur 20 seulement. Et vous pouvez ici facilement avoir un facteur 100, et donc une épaisseur de 1 micron, elle devient 100 microns, et vous pouvez le voir. Vous pouvez le mesurer. Enfin, vous voyez, ça multiplie la taille de E. Bon, enfin, si vous aviez un truc d'un micron, il y aura d'autres effets optiques d'interférence. Hein, mais bon. Enfin, vous voyez l'idée. De même, le lambda D sur A, hein, quand vous avez l'interfrange qui vaut lambda D sur A, vous voyez que vous avez un espèce de microscope qui grossit d'un facteur D sur A. La longueur d'onde, vous la voyez comme D sur A fois plus grande dans l'interfrange. Hein. Donc les interférences permettent vraiment d'accéder, de faire des mesures précises sur des toutes petites distances que vous ne pourriez absolument pas observer directement. Bon, alors, quelle heure est-il? La demi. Ok. Ah oui. Bah, je vous propose qu'on fasse l'exercice 2. Allez. Tant qu'il me reste un filet de voix, on va essayer. Alors, exercice 2, interféromètre de... Oh là 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 là. Oh là là. Vous êtes en roue libre depuis ce matin, vous. Alors, donc là, c'est un interféromètre qui va nous permettre, qui a permis de faire une prouesse, c'est de mesurer l'indice de l'air. Et l'indice de l'air,
on ne va pas mesurer l'indice de l'air par une expérience de réfraction. Hein. D'accord? L'indice de l'eau, ça va, vous arrivez avec un angle, vous regardez comment, voilà, vous mesurez les angles et vous avez l'indice de l'eau ou du verre. L'indice de l'air, non, parce que l'indice de l'air, c'est 1,000 quelque chose. Hein. Donc, l'angle, il faut oublier, hein, d'accord? Par contre, avec une expérience d'interférence, vous allez effectivement pouvoir grossir les effets en quelque sorte en regardant justement l'interférence, vous servir de l'échelle de longueur de la longueur d'onde pour avoir accès à la quantité que vous cherchez. Alors, dans cet exercice, on ne suppose plus que l'indice de réfraction de l'air NR est exactement égal à 1. Donc on le note NR. Et on étudie une méthode permettant de le déterminer. L'interféromètre de Rayleigh utilise le principe du dispositif des fentes de Young, légèrement modifié comme indiqué sur la figure 3. Donc, alors d'abord, on met des lentilles. Enfin, une lentille. Enfin, deux lentilles. Non, oui, deux lentilles. Alors, une source placée au foyer d'une lentille de façon à former un faisceau parallèle. D'accord? Et on place deux tubes rigoureusement parallèles à l'axe optique et rigoureusement identiques, T1 et T2. Oui, enfin, le rigoureusement parallèle, peut-être pas, en fait. Tout ce qu'il faut, c'est que ça sorte de l'autre côté. Bah oui, si, c'est important. Il faut qu'on connaisse la longueur du trajet dedans. Donc, voilà, deux tubes comme ceci. Les parois d'entrée et de sortie sont transparentes. Lame de verre à face parallèle. OK, donc ça traverse là, ça ressort là sans problème. Les deux tubes contiennent initialement de l'air dans les conditions normales de pression et de température. OK. Donc là, il y a P0, T0. Alors T1 et T2, c'est le nom du tube. C'est le nom des tubes. C'est pas très astucieux, c'est pas les températures. Mais bon, qu'à cela ne tienne. Puis, alors, OK. Puis progressivement, on fait le vide dans le tube T1, de sorte que la pression diminue jusqu'à une valeur négligeable. Alors, premièrement... Ah, pardon. Et après, on met donc une autre... Enfin, après, on met les trous de Young. D'accord? Qui vont nous faire nos deux sources secondaires, S1 et S2. Et puis, on fait interférer ces rayons sur un écran placé à une distance D ou pas, peu importe. Enfin, on observe sur le... Enfin, pardon, à une distance qui est égale à la distance focale, en fait. On met un écran, de façon à ce que l'image d'un faisceau parallèle arrive sur l'écran. Alors, on va déjà décrire un peu qualitativement la situation. On a deux sources secondaires qui sont issus d'une seule et même source, donc on a une chance que ce soit cohérent. Par contre, contrairement à l'exercice d'avant, où on faisait arriver donc sur les deux sources un même signal qui a parcouru une même distance, donc ils sont en phase, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va interférer sur le chemin avant d'arriver sur les sources, et après on n'y touche plus. Lorsque l'air dans les deux tubes est le même, qu'est-ce qu'on observe sur l'écran, d'après vous? Lorsque les deux tubes sont identiques. Voilà, donc voilà, c'est il n'y a pas de différence de marche, et donc au centre ici, on a effectivement une frange brillante. Est-ce qu'on a une figure d'interférence tout court, ou on a juste un point source? Non, juste un point. Un point. Non, mais il n'y a pas d'interférence si T1 égale T2, puisqu'au final, on n'a pas de différence de marche. Malgré tout, il y a deux sources. Donc ça émet des choses comme ça, ça émet des choses comme ça.
Donc on a quand même une figure d'interférence. Qui n'est pas liée à la différence de marche. Bah, qui est liée à la différence de marche, mais pas à cette partie-là. Le truc, c'est que c'est des trous de Young. On a S1 et S2. Alors S1 émet. Alors la difficulté, c'est qu'S1 va émettre dans plein de directions, S2 va émettre dans plein de directions, et deux rayons émis dans la même direction vont venir converger. Vous voyez, on révise l'optique géométrique au passage. On va les retrouver où ces deux rayons. Là, c'est du tracé de rayons à travers une lentille convergente. On va les retrouver dans le plan focal. Bon, alors là. Donc, on va dire que c'est là. Alors, je vais les couleurs. Celui qui est parti par là, il va où? En quel point il se retrouve, celui qui est parti par là? Et il se retrouve là. D'accord? Hein? Parce que ce rayon qui était parallèle à lui n'est pas dévié parce qu'il passe par le centre. Donc lui, il va là. Et donc, ils vont tous là. Tous ceux qui sont parallèles, alors, ils vont tous là. Alors, sauf qu'il n'y en a pas d'autres, puisqu'il n'y a que deux trous. Donc, il y a lui et lui. D'accord? Donc, en ce point-là, il y a deux rayons issus de S1 et S2 qui se retrouvent ici. Bon, ouais. Et est-ce qu'ils ont un déphasage? Il y a la différence. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont un déphasage qui vaut quoi? C'est là que vous allez avoir vos lignes perpendiculaires. Quel est le déphasage? La distance point, le trait blanc, point orange, divisé par... C'est ça le déphasage. Voilà. Oui, d'accord, mais ce truc-là, c'est... On peut le retrouver après. Ouais, géométriquement parlant. Juste après la lentille, moi je l'aurais mis juste après la lentille. Non, vous ne pouvez plus après. Ah ouais. Parce que, enfin... Du sommet là, voilà, de là à en bas. Là. Voilà. Comme ça? J'aurais mis comme ça. Ah non. Non. Non, parce que là, vous avez une lentille qui est représentée comme un trait, mais qui est en fait comme ceci. Donc, vous n'avez pas la même distance de verre parcourue. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait un effet de convergence. Je vais y revenir à ça. Et je vais faire le dessin à côté. Ça, il faut que vous voyez bien ce qui se passe quand on a une interférence avec une lentille. Vous formez une image. Vous allez de A en A'. Vous avez un rayon qui fait ça. Vous avez un rayon qui fait ça. Vous avez un rayon qui fait ça. Bref, tous les rayons, c'est le principe du stigmatisme. Tous les rayons issus de A passent par A'. Tous ces rayons ont le même chemin optique. Le chemin optique le long de tous les rayons est le même, par définition du stigmatisme. On a A' égale constante. Comment ça marche? C'est comme ça qu'on avait vu qu'une lentille convergence, c'est nécessairement plus épais au centre que sur les bords. Hein, puisque ça ralentit, là ça ralentit et ça rajoute, en temps de parcours, en n fois ds, n fois la longueur, le chemin optique, ça rajoute du chemin optique, alors que le chemin est plus court, mais on rajoute du chemin optique, tandis que là, le chemin est plus long géométriquement, mais on en rajoute moins. Voilà. Bon. Le point clé ici, c'est le théorème de Malus dont j'ai parlé avant. Les rayons lumineux sont orthogonaux aux surfaces équiphases. D'accord? Donc, les surfaces d'onde ici, elles sont comme ça. D'accord? Les surfaces équiphases de l'onde. Hein? Si on a un point source. Oui, oui. Et puis là, elles convergent comme ça. Après la lentille, c'est pas... c'est convergente, c'est pas des plans, des droites? Non, puisque ça converge en point A'. On a une onde sphérique qui vient converger en A'. Les surfaces d'onde sont orthogonales aux rayons.
Si vous avez des rayons qui convergent, les surfaces d'onde sont donc sphériques comme ça. Ok? Alors par contre, si on a un faisceau parallèle qui arrive sur la lentille, bah c'est pareil, hein, ceci dit. Oui, c'est vrai. On va converger vers le foyer image. Les surfaces d'onde ici sont comme ça, sphériques convergentes, et puis là, ce sont des plans parallèles. Et la lentille transforme un plan d'onde. Ok? Bon. Donc, la différence de chemin optique entre deux surfaces d'onde identiques est constante. C'est-à-dire qu'entre ce point-là et ce point-là, je vais l'appeler I1, J1, et puis ce point-là, I2, J2, il y a le même chemin optique. I1, J1 égale I2, J2, puisqu'ils sont sur les mêmes surfaces d'onde. Hein. Ces deux-là sont sur la même surface d'onde, ces deux-là sont sur la même surface d'onde. Il y a donc le même chemin de là à là, et de là à là, et de là à là, etc. D'accord? C'est clair, ça, pour tout le monde, c'est vraiment important. Hein. Bien, alors, de la même façon ici, entre ce rayon-là, qui vient converger là, enfin ça a l'air d'être le... Il y a une rupture là. Hein. La surface d'onde ici, elle est comme ceci. Donc et puis là, la surface d'onde, elle est, évidemment, puisque c'est un faisceau parallèle, la surface d'onde est orthogonale. Donc, de là à là, il y a autant que de là à là. Et donc la différence entre ça et ça, c'est ça. Enfin, ou moins ça, ou plus ça, peu importe. D'accord ? Donc voilà comment ça fonctionne. Si vous voulez... je vais le refaire à côté, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de traits là. Vous êtes ici dans le plan focal F'. Vous avez donc un faisceau parallèle qui arrive dans une certaine direction. Tout vient converger où? Eh bien là, le foyer secondaire. Je vais appeler I comme image. Eh bien, ça, c'est des surfaces équiphases. Ça, c'est des surfaces équiphases. Et donc, la différence entre celui-là et celui-là, c'est ça. Entre celui-là et celui-là, c'est ça. Entre celui-là et celui-là, c'est ça, etc. D'accord? Yes? Ok. Bon, alors là, on ne voit plus rien du tout. Mais grosso modo... D'accord. Ça veut dire que initialement, ça veut dire qu'on a donc une tâche très intense au niveau du trait blanc, mais qu'on en a d'autres au niveau du point orange. Oui, alors en fait, on a une figure d'interférence. Voilà, une figure d'interférence avec la tâche centrale plus intense que... Pas plus intense. Aussi intense. Comme avec les trous de Young. Enfin, c'est l'exercice qu'on vient de faire. Si vous avez une source comme ça, qui vous fait une figure d'interférence, vous mettez le truc là, bah vous voyez ici, vous voyez ça, quoi. Dans la zone d'interférence. Mais avec la même intensité à chaque... Je pensais que la tâche centrale, elle devait être... Non, non, non. Quand vous avez de la diffraction, oui. Ah, c'est ça, oui, je confonds ça. On demande de calculer. Parce que quand on branche on trace des rayons, instinctivement, on est censé tracer des rayons parallèles. Oui, alors il y a deux rayons particuliers qui sont tracés, ceux qui vont converger au centre, mais c'est ça que j'ai essayé de vous montrer là, c'est qu'il y a aussi des... Voilà, en fait, chaque trou de Young se comporte comme une source qui émet dans toutes les directions. Et le truc, c'est qu'en chaque point de l'écran, vous avez en fait deux rayons qui interfèrent, issus chacun d'un des deux trous. Où que vous soyez là-dedans, vous avez forcément un rayon... je peux effacer à droite?
Ouais. Donc, je mets l'écran. Je mets la lentille convergente. Et les deux trous. Enfin, je vais les appeler S1, S2, c'est plus simple. Si vous regardez ce qui se passe en ce point-là, M ici, ce que je dis, c'est qu'il y a deux rayons qui arrivent là, lesquels, alors pour arriver là, il faut venir, donc si ça c'est le centre de la lentille, ça c'est F', on est d'accord, hein. Voilà. Tous les rayons qui de ce côté-là de la lentille sont parallèles à celui-là, tous vont converger là. Bon, ben, il y en a deux qui sont issus de là. Il y a celui-là et celui-là. Ces deux-là vont venir converger là. Maintenant, prenons un autre point, celui-là. En ce point-là, il y a tous les rayons qui, à gauche de la lentille, avaient cette direction-là, qui viennent converger là. Et donc, il y avait celui-là et celui-là. Ces deux-là, ils viennent là. Etc. En chaque point de l'écran, il y a deux rayons issus, chacun d'une des deux sources, qui viennent au même endroit et qui vont être toujours avec un déphasage constant. Donc, ils vont interférer de façon constructive, destructive, ça dépend de la différence de marche. Mais en chaque point de l'écran, dès lors qu'on ne sort pas de la zone de cohérence, bien sûr, on va avoir une interférence. Donc, ouais. Il y a ce bout-là que je ne comprends pas. Si là on trace les surfaces d'onde comme ça, ouais. Donc, jusqu'ici il n'y a pas de... Ouais. C'est la même chose. Ouais. Mais du coup, comment on traite la partie qui est là? C'est-à-dire que ici je vois que c'est pareil, mais ouais. hop, là ça s'arrête. Bah ouais, enfin, c'est que là ça commence à... Évidemment, en fait, il faut imaginer que vous avez... Donc là, en fait, déjà, ça commence à se déformer comme ça. Ah d'accord, il y a l'épaisseur de la puis lentille. là, et justement, ça fait tel qu'à la sortie, c'est vraiment une sphère. OK. OK. Alors, on essaye quand même de finir cet exo, vite fait. Une fois qu'on a compris la situation, de toute façon, c'est rapide. Donc, décrire simplement la figure d'interférence observée et préciser quel type de frange occupe le centre de l'écran. Donc, si effectivement on a la même chose en amont des deux sources, alors c'est exactement les Van Jung standards. Alors, la différence, c'est qu'effectivement, vous voyez qu'on ramène, au lieu que ce soit lambda D sur A, l'interfrange, ça va être quoi? Ça va être LF sur le temps focal. C'est comme si le A c'était la longueur. Alors A, c'est cette longueur-là, ça reste la distance entre les deux sources. Par contre, le D, il va devenir F'. Et sauf que ça va être exact, là maintenant d'ailleurs. Tout à l'heure, c'était un développement limité qui nous a donné lambda D sur A. C'est aussi un petit angle, là. Oui, bien sûr, il faut être dans les conditions de Gauss. Mais la différence... Ah, il faudrait le faire. Bon, c'est un autre exo. Bon, ok. Donc pas maintenant, sinon on ne va pas finir. Ok, donc ici, il va y avoir des franges d'interférence. Pardon? Vous avez compté après la fin. F, en gros, la distance de la lentille jusqu'à l'écran. Et moi j'aurais dit à partir des sources jusqu'à l'écran. Non, parce qu'en fait, à partir des sources, S1 et S2, vous avez des faisceaux parallèles. Et eux, ces deux faisceaux, ils interagiraient normalement à l'infini. Juste mettre la lentille, ça fait qu'au lieu d'interférer à l'infini, c'est-à-dire de se croiser au bout du monde, ils vont se croiser justement, ils vont se croiser là, dans le plan focal. Mais peu importe, la différence, la voici.
Donc la différence de marche, c'est combien d'ailleurs ça? Bah, ouais, si là il y a petit a et que là il y a l'angle θ, ici c'est a sin θ. Ok? Et donc les rayons qui partent avec l'angle θ, on les retrouve où dans le plan focal? Si là il y a donc f', il se retrouve, il se retrouve en x égale f' tangente θ. Donc les rayons qui sont partis dans la direction θ, c'est-à-dire les rayons qui ont un déphasage de a sin θ, se retrouvent en x égale f' tangente θ. Maintenant, pour des petits angles, condition de Gauss, a sin θ c'est a θ, et f' tangente θ c'est f' θ. Donc x égale f' θ, et ça, donc on a dit que c'était le déphasage, la différence de marche, et donc θ c'est delta sur a. Donc f' delta sur a, au lieu de grand D delta sur a qu'on avait tout à l'heure. Donc ça revient à remplacer grand D, la distance de l'écran, par la distance focale. D'accord? Normalement ça irait à l'infini, et on le ramène à distance finie. Ouais. C'est un peu rapide, je suis désolé, mais... Ok. Alors, reprenons. Donc, tant qu'on n'a pas fait le vide dans un des deux tubes, tout est symétrique, on a deux sources parfaitement en phase, les trous de Young standard, mais ramenés, enfin, avec une lentille, donc pas tout à fait standard. Donc, on a une interfrange ici qui vaut lambda, alors non pas D, mais lambda f' sur A. Ok? Lambda f' sur A. Et qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? Ok, justifié, bon, on a justifié. Alors, lors de l'opération de pompage, on observe que le système de frange se décale. Pourquoi et dans quel sens? Justifier proprement la réponse en raisonnant sur le chemin optique des rayons lumineux. Donc on pompe le tube 1, je crois. Ouais. Donc on fait le vide là-dedans. Donc au lieu d'avoir NR au début, on va tendre vers N du vide, c'est-à-dire 1. Donc on va diminuer l'indice optique ici. En diminuant l'indice optique, on diminue le chemin optique. Parce que le chemin optique, c'est N fois la longueur. Donc si je diminue le chemin optique là, donc maintenant de là à là, il y a moins de chemin optique que de là à là. Donc si je veux me mettre à l'endroit à l'ordre d'interférence 0, c'est-à-dire où il y aura le même chemin optique entre la source et le point final, donc si là on a diminué, il faut le rallonger. Il faut le rallonger un peu, donc on va se décaler vers le bas. Et donc, plus on pompe, plus on va voir les franges qui glissent vers le bas. Et le point clé, c'est de regarder, une fois qu'on a vraiment fait le vide, que c'est sûr, là, l'indice, il vaut 1, enfin, voilà, c'est plus distinguable du vide, on va voir combien il y a de franges qui sont passées à l'abscisse 0. On va les compter, voilà, on va regarder. Alors, au cours du pompage, on observe que 101 franges brillantes ont défilé. 101 franges brillantes. Et lorsque la pression dans le tube est quasi nulle, on observe finalement en haut une frange sombre. Pour ça, ça veut dire qu'en gros, il est passé 101 franges et demie. D'accord? Au début, c'était brillant, au centre. Et puis, on a vu passer 101 et on arrive dans un creux. Voilà. Donc, il est passé... C'est-à-dire qu'on se retrouve au centre. L'ordre d'interférence est, eh bien, 101,5. Alors, virgule, je ne sais pas combien, mais enfin, ils disent frange sombre, donc on suppose que c'est en plein milieu du... Enfin, dans le noir. Alors, au centre, l'ordre d'interférence
Et maintenant, P égale 101,5, oui. Et donc ça, c'est effectivement delta. Donc delta, c'est P fois lambda. Et donc ça fait, bah, voilà, P fois lambda, 101,5 fois lambda. Donc on a la différence. Alors, qu'est-ce qu'on va en déduire l'estimation de l'indice? OK. Donc on a delta. Or, delta, c'est quoi? C'est en fait... Donc, l'avantage, c'est qu'on regarde au centre. Donc, géométriquement, c'est la même chose. Donc, c'est juste, on a eu 1 fois la longueur du tube au lieu de NR fois la longueur du tube. D'accord? Tout le reste, avant et après le cube, c'est pareil. Si on regarde au centre. Donc, celui du haut, le rayon du haut a gagné de là à là un chemin optique L, et lui, NR fois L. Donc, ce delta-là, en fait, ce n'est rien d'autre que NR-1 fois la longueur du tube. Alors, il faut bien mesurer la longueur du tube, il faut bien compter les franges qui sont passées, il faut connaître la longueur d'onde, mais on peut la connaître par une expérience standard d'interférence avant de faire celle-ci. Bah, ne serait-ce qu'en regardant l'interfrange avant de pomper, voilà, donc on sait avec quelle longueur d'onde on travaille. Et du coup, bah, il n'y a plus qu'à déduire. Alors, NR-1 est donc égal à... Enfin, NR égale 1 plus... Bon, on va faire NR-1, pardon. NR-1 égale donc P lambda sur L. Et alors ça fait combien? Donc P, c'est 101,5, à peu près. Et de toute façon, vous voyez que même si c'est au lieu de 0,5, c'est 0,6, on est à 1 pour 1000 hein, d'erreur. Hein, donc c'est très très bien maîtrisé. Fois lambda, alors on nous donne lambda ou pas? Oui. 577 nanomètres, bien sûr. Divisé par L qui vaut 20 cm. Ah, j'ai laissé les unités là, hein, donc si on... bon, enfin voilà. Donc ça fait 5,77 10 moins 7 sur 2 10 moins 1 fois 101,5 égale disons que ça, donc ça fait donc 2.9. Ça fait 2.9 10 moins 4. Ça fait 1 plus 2.9. Ouais, 10 moins 6 et fois 2, ouais, c'est ça. Donc 10 moins 4. 2.9 10 moins 4. Donc vous voyez que l'indice de l'air, c'est pas 1, mais c'est 1 à 3/10 millième près. C'est presque 1, mais on arrive quand même à le mesurer grâce à cette astuce-là. C'est bien joué. C'est pas compliqué, hein. En plus à mettre en œuvre. Je pense que vous pouvez le faire au CAPES, là. Enfin, peut-être pas, il faut... Ouais, si. Non, il faut une pompe à vide. Enfin bon, ouais, le temps de le mettre en œuvre. Puis il faut 2 tubes vraiment identiques. Enfin, pour l'avoir précisément, il faut faire les choses un peu propres. Donc peut-être que c'est pas dans vos... En tout cas, de façon illustrative dans un cours ou enfin dans un exposé, c'est un truc qui est accessible. On voit bien que c'est pas, ça ne nécessite pas des... Il faut être bien précis, mais bien minutieux, méticuleux. C'est l'heure, c'est ça, hein? Bon. Et on se voit demain, non? Bon, je vais essayer de récupérer un peu de voix.